que c'est un genre quand même indéfini. Je pense que tout texte qui se donne à lire comme un roman, enfin ce qui m'intéresse, ce que j'aime lire et ce que j'aimerais écrire, ce sont des textes qui déplacent ce qui pourrait être une éventuelle définition qui serait fixée. Je pense qu'il faut défaire le roman de ses prétendues caractéristiques générales ou habituelles. Je pense que c'est toujours de manière arbitraire que l'on établit, je dirais, des catégories, voire des genres, quand il s'agit d'exprimer à la fois le réel et l'imaginaire. L'idée folle, sans doute, qui tient même de l'utopie, ce serait d'écrire un texte qui serait capable de tout dire. Tout dire en accueillant toutes les voix et tout dire en accueillant toutes les formes d'expression. Et dans ce livre, ce que justement j'essaie d'explorer, c'est comment cette tentation peut habiter des individus et comment, tout en étant objectivement vouée à l'échec, elle est nécessaire. Je crois qu'elle fonde même notre humanité. C'est un peu le projet, évidemment, qui sera toujours inabouti. Et ce livre porte en lui une grande prétention, d'une certaine manière, puisqu'en effet, c'est comme s'il voulait dire, voilà, il y a tout ce réel à voir. Il y a tout ce réel à saisir. Et il y a les individus qui se meuvent à l'intérieur de ce réel et qui sont dans des actes concrets, dans des actes de langage. Et dans ces actes de langage, il y a une part de mensonge, une part de vérité, une part de réussite, une part d'échec. C'est une sorte de tapisserie de l'impossible ou du possible. La question fondamentale, est-ce qu'on peut tout voir? Est-ce qu'on peut tout entendre? Est-ce qu'on peut tout dire? Et dans la grande part de ce qu'on n'entend pas, de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qui fait notre pauvreté face à l'autre? Qu'est-ce qui fait ce manque d'abondance pour accueillir tout le langage du monde en chacun de nous? Et pour moi, c'est la vraie question. Et à chaque fois que un personnage a la vanité, y compris le narrateur, de croire qu'il a trouvé quelque chose, il y a comme un élément du réel, ou comme un déficit de langage, quelque chose de caché qui vient lui dire, camarade, tu t'es fourvoyé là. Madame Armand, c'est le monstre absolu, mais la voilà capable d'une larme, ce qui était impensable pour le narrateur. Pedro, c'est le passeur qui ne sait que répéter les mots des autres, et voilà qu'on découvre qu'il était capable de produire lui-même du texte. Et puis, j'ai voulu y glisser, mais je ne sais pas si j'ai réussi, aussi un élément de subversion. Dire que l'institutionnalisation, quelque part, surtout quand elle est faite dans des sociétés très structurées et productrices, je dirais, d'injustice et de malheur. L'institutionnalisation du langage est le lieu même de la défaite du langage. Il perd un ami, meurt un homme dont on pourrait parler pendant l'éternité, on lui donne 3 colonnes. Et quand c'est un anonyme, on ne lui donne même pas 3 colonnes. L'hommage qui va lui être rendu, c'est un hommage organisé par un ensemble d'institutions, et cette parole n'est porteuse d'aucune vérité par rapport à la parole des enfants des rues ou de ses vrais amis. Donc il y a un peu caché, peut-être trop caché dans le livre, l'idée aussi de taquiner, si vous voulez, le langage institutionnel qui se prend trop au sérieux et qui finalement étouffe. Il y a aussi l'information, excusez-moi, je ne devrais pas dire ça, des caractères souvent faux qui se donnent comme information, ces choses qui nous sont imposées. Et je savais qu'il fallait absolument que le livre commence par cela, par cette parole, je dirais, sauvage
de Pedro qui est remise dans le présent par le narrateur qui l'interpelle pour dire attention, ce qui se donne comme langage de la vérité du lieu des institutions est souvent le langage de la banalisation de plein de choses. Parce que parler, c'est toujours taire aussi quelque chose. C'est finalement ça notre destinée d'être... C'est la parabole du failli. Notre destinée de passager. On devient, disons, une possibilité de langage que les autres ont la liberté d'entretenir ou de ne pas entretenir. C'est une victoire parce qu'il y a l'estropié et le narrateur. Sans cela, il n'y aurait pas de victoire. Sans ça, il n'y a pas de victoire. Forcément, il faut quelqu'un qui fasse le choix de porter la parole. C'est garder le mort-vivant en le faisant, pour reprendre une expression du créole haïtien, en le faisant parler dans notre bouche. Voilà. Où on devient presque le médium de l'autre. Ce qu'on appellerait dans le vaudou haïtien, moi je ne suis pas du tout vaudouisant, mais j'aime bien cette notion, ce qu'on appelle dans le vaudou haïtien le govi. Le govi, c'est une cruche ou une amphore dans laquelle il verse de l'eau. C'est censé être un objet sacré. Et l'autre qui a disparu, on peut l'interpeller. Et il se met à parler à partir de cet objet-là. Et c'est comme si on devenait ça. Je pense que c'est un peu une petite responsabilité qu'on peut se donner. Moi, j'aime bien déambuler, autant je n'aime pas les lieux en tant que tels, mais j'adore déambuler. D'ailleurs, je crois que dans mes livres, il y a toujours des gens qui sont en train de déambuler. Et en déambulant comme ça, je croise quelqu'un, je dis, mais qu'est-ce que cette personne est en train de dire dans son silence? Et je pense que ça serait pas mal si on pouvait écouter les silences de l'autre et être un peu les porteurs de ces multitudes. Déjà là aussi je voulais taquiner ce qu'on appelle officiellement la littérature. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de littérature dans certaines chansons de Serge Reggiani que dans des romans de 600 pages qui me fatiguent. Je pense que la chanson, enfin quand elle existait, aujourd'hui il semble que ça va plutôt mal. La chanson c'est quand même cet art de résumer une existence humaine en quelques couplets, souvent de rimes plates. Moi, je suis fasciné par une chanson, une vieille chanson française qui doit dater peut-être de 200 ans, Brave marin. Brave marin revient de guerre, tout, et il arrive là, il y a toute l'histoire de la guerre, il y a l'amour qui est... Tout y est. Tout y est. Et donc, il y a une certaine prétention, parfois, à aller chercher les choses très loin, alors qu'elles peuvent être toutes proches. Et c'était important pour moi. Et c'est aussi rendre hommage à la ville de Port-au-Prince et parler de certains Port-au-Prince. Parce que dans certains lieux à Port-au-Prince, vous avez quelqu'un qui va vous citer, Éluard, c'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde et on est parti. Et il y aura dans un coin quelqu'un, après le poème, qui va chanter une chanson écrite par un vieux chansonnier haïtien, mais qui est porteuse elle aussi de sa poésie. Moi j'aime bien fondre tous ces langages. Weta sont quand même inscrits dans un univers à Port-au-Prince. D'ailleurs, c'est assez intéressant, les gens à Port-au-Prince me disent, mais t'as pas cité celui-là, t'as pas cité celui-là, t'as pas cité celui-là. Parce que ça fait partie, si vous voulez, quand même de la vie, je dirais, des jeunes un peu artistes qui se prennent parfois pour des artistes sans lettres, mais qui vivent dans les milieux défavorisés et qui croient quand même à quelque chose, à une possibilité d'un langage qui dirait plus que le misérable réel auquel nous faisons face. Donc cet univers-là, c'est pas mon univers à moi d'une certaine façon. Les vers d'Anthony Fels d'ailleurs, quand il dit étranger qui marche dans ma ville, souviens-toi que la terre que tu foules est la terre du poète. Alors vous arrivez en Haïti, vous dites, ah voilà, c'est un tel, il vient d'arriver, il y a quelqu'un qui va vous sortir ça, comme ça. Donc il y a cette présence, je dirais, du langage poétique sous sa forme de poésie dans les livres, ou sous sa forme de chanson. Et je voulais témoigner aussi de cela.
écrivain qui écrit avec sa voix. Dans la vraie vie, si on parle de mon ami Lobo, oui, il s'était choisi à chaque époque, à chaque étape de sa vie, à chaque pas le rapprochant du suicide, il avait un nouveau nom. Donc moi je l'ai connu quand il s'appelait encore Marcel, quand il portait son prénom avec son uniforme de lycéen. Je l'ai connu quand il avait 16 ans et c'est triste, d'une certaine manière c'est triste. C'est moi qui l'ai un peu initié à Ferré et à Reggiani d'ailleurs. Certainement, il connaissait tout ça par cœur et il allait dans les rues comme ça. Il en donnait. Tu veux du Reggiani, je t'en donne. Tu veux du Ferré, je t'en donne. Tu veux des Duhamel. C'était comme ça. Donc, oui, mais je pense que il faut toujours partir du réel. Enfin, moi, je pars toujours du réel. Je n'invente rien. Je vais voler des éléments au réel et les trafiquer un peu, les réarranger, les redistribuer pour produire ce qu'on appelle de la fiction. Je crois que la fiction, c'est un peu des vérités extraites du réel qu'on va réunir. Moi, je ne crois pas beaucoup à la fiction, ni à ces catégories, l'imagination de l'écrivain. Pour moi, oui, d'autant que le réel est tellement large, justement, tellement vif, tellement rempli que nous ratons des choses. Et moi, j'essaie d'écrire avec les parts du réel que nous aurions pu rater. Et dans ces parts du réel, je mets aussi des éléments de langage que nous aurions pu rater, ne pas entendre. Finalement, je dirais l'exceptionnalité. Parce qu'en même temps, le narrateur et l'estropié lui disent « Arrête de te croire exceptionnel ». Donc, mais l'exceptionnalité, c'est qu'il n'est plus là. C'est que eux peuvent encore dire quelque chose. Lui ne peut plus. Ne peut plus rien dire. Ce qui le rend exceptionnel, c'est son absence. Il est entré dans un silence définitif. Et, sauf si les autres décident de lui donner voix. C'est aussi la nécessité de l'autre. Notre langage ne suffit pas à nous dire. Il faut qu'il soit relayé tout en étant trahi par quelqu'un d'autre, parce que la mise en bouche est toujours de l'ordre de la trahison, quelque part. C'est aussi cette impasse que je voulais explorer, et de ce point de vue-là, peut-être que le plus failli de tous ces faillis, c'est Laurette, du point de vue de la parabole. C'est Laurette. Madame Armand, c'est Laurette qui la révèle au narrateur et au lecteur. Ce n'est pas elle. C'est Laurette qui est la voix. Laurette qu'on aurait pu considérer comme l'esclave, parce qu'elle est l'enfant placé en domesticité. Et ça aussi, je voulais aller dans le réel haïtien. Ces enfants-là, personne ne parle d'eux. Personne ne se demande quelle est leur individualité. Donc Laurette, elle est à la fois, quelque part, dans une modeste expression de son individualité, mais elle est aussi la porte-voix de l'individualité d'Argentine. Et personne ne l'entend. Je pense que aussi c'est la responsabilité du passeur. Et là je redeviens marxiste, c'est la responsabilité du passeur de faire entendre les voix que pour des raisons sociales on n'entend pas. On ne conçoit pas ces vies-là. C'est comme une double peine. Déjà ce sont des gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. On peut vivre avec tout ça tranquillement. Et en même temps, on leur refuse. On leur dédie tout. Et c'est là que Pedro, il est subversif. Parce qu'on peut voir, quand il joue au scieur de chaussures, et si on connaît la réalité haïtienne, par exemple, ça, c'est quelque chose qui a... Et il le faisait vraiment, hein, mon ami Lobo. Quand il joue à ça, d'abord pour le scieur de chaussures, qu'un garçon de bonne famille dise « Je vais être toi » pendant une journée, pour le scieur. Mais ça, j'ai pas voulu trop insister là-dessus, le point de vue du scieur de chaussures, parce que ça aurait pu faire un peu pathos, un peu... J'ai pas voulu trop rentrer là-dedans. Mais pour le scieur de chaussures, c'est quelque chose de fascinant. Pedro, il était aussi quelque part au service des sans-voix. Des sans-voix, il leur donnait une représentation, une humanité
pas seulement juste un passeur de mots, mais aussi quelqu'un qui disait, écoutez, nous sommes tous porteurs de langage. Les enfants des rues, ils leur amènent Shakespeare et Hugo et tout cela, et ils les écoutent. Quand on parle, je pense que c'est presque de l'ordre de la responsabilité politique de choisir au nom de qui on parle, avec quoi on parle. La parole est aussi un art de la représentation. Qu'est-ce qu'on représente quelque part? Qu'est-ce qu'on veut que le monde entende? Et tous ces ratages, ça aussi c'est des ratages. Tous ces gens qu'on ne considère pas comme à égalité avec d'autres, comme porteurs possibles de parole. Ce que je n'ai pas dit dans le livre, les œuvres complètes d'Éluard, Lobo dans la réalité, il griffonnait les textes. Et il les perdait. Il les griffonnait et il ne les gardait pas. Donc l'idée de cette dame qui va réunir ces textes, c'était comme une sorte de palimpseste. Les œuvres complètes d'Éluard qu'il avait distribuées, il avait griffonné de petits poèmes à lui dans les marges, qui sont perdus aussi, avec les poèmes d'Éluard. Je pense que oui, il y a quelque chose qui est... Il faut donner du langage aux autres. Il faut donner du langage aux autres, il faut entendre ce qu'ils disent. Il faut leur donner du langage aussi. Moi, je pense que c'est bien de dire aux passants, voilà, tous les vers qu'ils citent, c'est bien, ça enrichit les autres. Il faut s'enrichir du langage des autres et enrichir les autres de la part de langage que nous, on a pu recueillir. Et si on ne fait pas ça, se prendre pour un comédien, pour un écrivain, pour ceci, pour cela, je pense que c'est vain, putain. C'est vain si on n'est pas dans... J'aime bien ce mot de distribution. Parce que dans l'idée de la distribution, il y a aussi pour moi l'idée de la justice. Il y a quelque chose qu'il faut distribuer d'une façon un peu plus équitable. Déjà dans la réalité haïtienne, je crois que Jean-Paul Sartre, quand il est allé en Haïti, il a dit mais c'est la ville des chiens. Quand il est allé à Port-au-Prince, c'est vrai qu'il y a toujours des chiens errants et les chiens, si vous voulez voir la division sociale en Haïti, il faut regarder les chiens. Il y a les chiens qui aboient en allemand, c'est vrai, authentique. J'en parle dans un autre livre, j'ai rencontré quelqu'un, moi j'adore les chiens, j'ai rencontré quelqu'un, il avait un gros chien, moi j'aime les gros chiens, et il parlait allemand à son chien, un haïtien, qui a fait des études de je ne sais pas quoi en Allemagne, et chez le vétérinaire, il était là, il a dit à mon chien, je ne lui donne des commandes qu'en allemand, afin que personne d'autre ne puisse s'adresser à lui. Donc vous avez les chiens de la bourgeoisie qui parlent parfois allemand, et vous avez les chiens des quartiers pauvres, vous avez aussi en milieu rural des chiens. Déambuler dans les rues de Port-au-Prince, c'est voir les chiens. Et il y a plein de textes dans la littérature haïtienne où ils sont présents. Et dans cette déambulation aussi, je pense qu'il y a... Je ne pense pas que la formule soit si malheureuse que vous dites quelle humanité y a-t-il dans les yeux ou les queues des chiens? Humanité au sens, y a-t-il là une possibilité de langage? Et évidemment, quand on pose cette question, c'est son humanité qu'on projette là. Et dans les faits, Pedro, lors d'une presque tentative de suicide, il disait à ses amis, je suis un chien, vous avez vu le chien. Ce qui est d'ailleurs très proche du fameux texte de Léo Ferré, le chien. Donc oui, il y a quelque part le chien étant celui justement à qui on ne pose pas de questions, celui qu'on considère comme dans le suivisme, dans une sorte d'être bête mise à la disposition des humains. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe là et qui mérite qu'on s'y arrête? Et c'est vrai, la projection de soi-même dans le chien
est quelque chose de très fort. Dans tous les cas, en Haïti, parce que quand on lance des injures aux gens, d'ailleurs, le mot chien revient souvent. Ah oui. Ah oui, chien sale, chien errant, chien... dans le parler quotidien haïtien, quand un Haïtien se met en colère, la première injure qu'il va vous lancer... Sur la mémoire, certainement. Sur la mémoire, certainement. On ne peut pas laisser partir les gens sans marquer leur passage, sans reconnaître leur passage, sans dire il y a une intention humaine qui s'est manifestée le temps de cette existence. Encore une fois, je pense que c'est de l'ordre de la responsabilité. Comme on voit aujourd'hui une tendance à banaliser l'histoire de certains peuples, à banaliser l'histoire tout court d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut marquer les passages. Et c'est cela qui nous enrichit. C'est cela qui nous enrichit, et ce livre est résolument d'une certaine manière anti-postmoderne, dans tous les cas contre l'idée que le monde existe pour conduire jusqu'à nous. Nous rappeler à notre condition fragile de passagers. Nous sommes des passagers, et notre passage, à mon avis, n'a d'intérêt que s'il est le prolongement de certains passages, et la rupture aussi avec certains passages. C'est cela pour moi l'élément fondamental. Donc c'est toujours de l'ordre de la transmission. C'est pas tant le deuil. Bon, le deuil évidemment parce qu'il pleure un ami. Il y a ce côté humain. Ils disent, comme dans la chanson de Ferrat justement, tu aurais pu vivre encore un peu. Tu n'aurais pas dû nous faire ça. Déjà. Oui, déjà. Oui, tu aurais pu attendre, mais au-delà de cela, il y a pour moi cette idée de langage individuel et collectif qui s'enrichit de tous ces passages qui ont été porteurs de langage. En particulier de ceux qui ont été porteurs d'un humanisme qui pourrait quand même aboutir à un monde meilleur que ce monde un peu sale, injuste, compliqué, meurtrier dans lequel nous vivons. Nous fondons les choses aussi par notre langage. Nous les défaisons aussi par notre langage. Ça ne suffit pas, sinon il ne se serait pas jeté du 10e étage d'un immeuble, mais c'est un élément. Je pense qu'il y a le social à transformer, et il y a aussi cette question du langage qui est fondateur aussi quelque part. Par quel mot je me commence? C'est sur les traces, tout à fait. Il ne faut pas laisser les passages sans traces, autrement ils sont perdus. Par quel propos est-ce que je me commence, tout en sachant que ma parole est toujours le prolongement et la rupture avec d'autres paroles? C'est aussi sortir de cette idée que je m'invente, je commence par moi-même, moi, qui parle quand je dis moi? Quelle tradition langagière, quel rapport à la vie, même quel rapport au social, au politique, à l'amour.